Cette dynamique-là, si vous voulez, cette double dynamique peut amener, en tout cas sur le marché de l'achat de biens immobiliers, à une certaine baisse de prix, parce qu'on a à la fois une baisse de la demande et une augmentation de l'offre de maisons sur le marché. Après avoir parlé d'écologie, après avoir parlé du coronavirus, nous allons faire un tour ce matin sur le marché de l'immobilier israélien. Et pour ce faire, nous avons le privilège d'accueillir Judith Kahn, qui est professeure d'économie et de finance, qui est conseillère en crédit immobilier, qui a même formé des courtiers en crédit immobilier. C'est dire si elle connaît le terrain. Donc on est ravis de l'accueillir. Judith Kahn, bonjour. Bonjour Cathy, comment allez-vous ? Super. On est ravis de vous avoir parce que c'est vrai que les questions après ce deuxième confinement se posent. Certains ont envie de déménager, de vendre leurs biens immobiliers pour essayer de reprendre un peu de souffle au niveau économique. D'autres ont envie de louer tout simplement un autre appartement, mais on ne sait pas vraiment si c'est le bon moment, si on va perdre de l'argent en vendant son bien. Alors, on a besoin de vos conseils éclairés. Alors, il faut dire que le marché de l'immobilier est en train de se modifier légèrement et je pense que les plus grands changements sont encore à venir parce que d'une part, on a toutes ces personnes qui ont été mises en disponibilité, donc en khalat et qui ne peuvent plus assumer leur paiement de mashkenta et ça a aussi une influence sur la demande d'achat d'appartements. Et d'un autre côté, nous avons la décision de la Banque d'Israël qui a été prise de mettre fin au gel de la mashkenta à partir de décembre 2020. Et donc, nous savons que beaucoup de foyers seront peut-être dans l'incapacité d'honorer leur paiement. Donc, cette dynamique-là, si vous voulez, cette double dynamique peut amener, en tout cas sur le marché de l'achat de biens immobiliers, à une certaine baisse de prix, parce qu'on a à la fois une baisse de la demande et une augmentation de l'offre de maisons sur le marché. Ça c'est pour le côté achat. Maintenant, au niveau du marché locatif, alors forcément, il y a une complémentarité entre ces deux marchés. Et donc, on pense qu'il y aura plutôt une augmentation de la demande sur le marché locatif. Donc, je ne pense pas que les loyers sont amenés à baisser dans les mois à venir. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des conseils au niveau du crédit ? Est-ce que les choses là aussi ont changé ? Est-ce qu'il y a des façons de faire particulières ou pas ? Alors, au niveau du crédit, je reçois beaucoup de demandes, en fait, de conseils de particuliers. Vous avez plus ou moins trois cas de figure. Vous avez des foyers qui ont signé un contrat d'achat sur une acquisition avant le corona, donc avant qu'ils soient mis en disponibilité et qui sont dans l'obligation aujourd'hui d'honorer leur contrat. Mais comme ils n'ont plus d'emploi, ils ont beaucoup de difficultés vis-à-vis des banques à obtenir une mashkenta. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et bien sûr, il y a des solutions, il y a des conseils, on peut en parler si vous voulez. À part ça, vous avez les nouveaux entrants sur le marché de l'immobilier qui se demandent est-ce que c'est le moment ou pas d'acheter une maison. Et puis, vous avez la troisième partie qui est en fait tous ces foyers qui ont gelé leur mashkenta, qui savent qu'à partir de décembre, mais il n'y aura plus de report de paiement. Et est-ce qu'ils seront dans la capacité ou dans l'incapacité d'honorer leur paiement ? Et à ce moment-là, quelles sont les solutions qui leur permettront d'éviter en tout cas une saisie de leur maison ou d'éviter de payer des frais de... Alors justement, c'est un thème qui intéresse beaucoup des gens qui nous regardent parce que c'est vrai que les situations économiques sont parfois instables dans certains foyers. Alors oui, ils ont gelé leur mashkenta, mais quid après ? Quels sont les outils à leur disposition pour éviter justement la saisie de leur maison ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un foyer moyen qui a gelé sa mashkenta pendant 10 mois, disons, s'ils avaient une mashkenta d'environ 5 000 shekels, ça fait un report de paiement d'un minimum de 50 000 shekels qui vont être ajoutés à la somme de la mashkenta existante. Donc, si on n'agit pas, non seulement les remboursements vont reprendre à partir de décembre 2020, mais en plus, la mensualité va augmenter parce qu'on va rajouter ces 50 000 shekels à la somme qui a été prise au départ. Donc, c'est pour ça que les foyers vont être contraints d'honorer des mensualités plus élevées que ce qu'elles avaient à assumer avant le corona dans une situation professionnelle beaucoup plus difficile. Alors, le premier conseil au début, de nombreux foyers, c'est vrai, on fait des reports, on va dire, on gelait leur mashkenta en pensant que le marché allait reprendre et qu'ils allaient pouvoir travailler et donc rembourser facilement. Or, ce n'est pas du tout le cas. Les foyers pensaient qu'ils allaient rebondir plus rapidement et la Banque d'Israël a publié il y a quelques semaines qu'il y avait en fait 730 000 foyers qui avaient fait un gel de mashkenta. Il s'agit d'environ de 10 milliards de shekels
Donc, il est sûr que les banques vont avoir besoin en fait de récupérer cet argent et de vérifier en fait que toutes ces familles-là sont bien solvables. Sinon, il y aura des poursuites judiciaires. Alors, comment faire pour éviter justement d'en arriver là, quoi, d'être dessaisi de son bien? Est-ce qu'il y a des moyens? Alors, je crois que la première recommandation que j'aurais à donner, c'est surtout ne pas faire la politique de l'autruche. Ça veut dire surtout prendre contact avec sa banque, ne pas attendre que la mensualité ne soit pas honorée, parce qu'en fait, les banques peuvent, ne serait-ce qu'au bout de 3 mois d'impayé, commencer déjà une procédure juridique vis-à-vis des foyers. Donc, il faut surtout pas en arriver là, il faut surtout pas d'avoir d'impayé, il faut aller prendre rendez-vous avec son conseiller bancaire de Mashkenta et essayer de trouver ensemble des solutions. Alors, au niveau des solutions, il y a plusieurs choses qui peuvent être envisageables. La première chose, c'est de faire un rachat de crédit et donc, par exemple, d'augmenter la durée du prêt pour faire baisser ces mensualités-là et être capable d'honorer des mensualités plus basses que ce qui aurait dû avoir lieu. Alors, augmenter la durée du prêt dans le cas où on n'a pas pris déjà une durée maximale. Exact. La durée maximale est de 30 ans. Donc, pour des foyers qui ont pris une Mashkenta il y a 4 ou 5 ans, ils peuvent prolonger de 4 ou 5 ans supplémentaires la durée de leur prêt et à ce moment-là, faire baisser légèrement leur mensualité pour essayer de les honorer. Maintenant, la deuxième solution aussi qui est envisageable, c'est de prendre un garant sur cette Mashkenta. Ça veut dire que si vous avez un frère, un père, quelqu'un avec un premier lien de parenté qui peut se porter garant sur votre Mashkenta, à ce moment-là, on pourra lui ponctionner, disons, un tiers de la Mashkenta sur son compte à lui, et donc il y aura pas d'impayé. On peut de cette façon-là, si vous voulez, passer la crise et après enlever le garant à partir du moment où on retrouve un emploi. Donc c'est plus qu'un garant, parce que là, pour le coup, c'est un garant, mais qui paye. Exactement. Il y a eu une modification, si vous voulez, sur le marché des Mashkentaot. Il n'existe plus de garant qui ne paye pas. Il y a 10 ou 20 ans, il suffisait de signer et c'était seulement s'il y avait un impayé que le garant était amené à honorer la Mashkenta de la personne qui l'avait pas honorée. Aujourd'hui, les banques exigent que les garants transmettent en fait leur bulletin de salaire, leur numéro de compte bancaire et qu'une partie de la Mashkenta soit ponctionnée directement sur le compte du garant. Directement sur le compte du garant dans le cas où il y a des impayés ou directement sur le compte du garant dès le départ? Dès le départ. D'accord. Donc dès la première mensualité, en fait, c'est comme s'il y avait 2 emprunteurs. Simplement, il y a un propriétaire et 2 personnes qui honorent la mensualité de la Mashkenta. Ah, bon, dans le cas où il y a une famille avec des parents qui veulent aider leurs enfants, c'est le cas le plus évident. Ça peut être une solution tout à fait envisageable. Alors, que se passe-t-il à présent, Judith, pour ceux qui ont, on va dire, été mis en khalat et qui avaient contracté juste avant un achat? Alors là aussi, la situation est extrêmement complexe parce que si vous avez signé un contrat d'achat, vous ne pouvez pas en fait renier ou renoncer à ce contrat, voilà, sans payer des pénalités très importantes. Donc, il faut essayer d'honorer son contrat au maximum et d'obtenir un accord de Mashkenta. Alors, pour obtenir un accord de Mashkenta, il faut voir en fait quels sont les revenus du foyer. Est-ce que les 2 conjoints sont en khalat? Est-ce qu'il y en a un qui continue à travailler? Il faut essayer en fait de prouver sa capacité de remboursement auprès de la banque. Donc, si vous avez par exemple un employeur qui est prêt à vous réembaucher, la lettre d'un employeur s'engageant à vous réintégrer peut suffire pour obtenir une Mashkenta. Si vous avez des revenus locatifs, forcément, il faut les faire valoir. Si vos revenus ne suffisent pas, il faut à nouveau penser à cette solution-là de garant. C'est à peu près en fait les solutions auxquelles on peut penser. Ok. Alors, est-ce que vous avez un conseil plus général pour tous les futurs emprunteurs? Alors, pour tous les futurs emprunteurs, je vais vous dire, malheureusement, cette crise a frappé de façon très importante une partie des foyers, mais vous avez aussi tous les foyers qui n'ont pas été touchés par la Mashkenta. Et ces foyers-là, ce sont des foyers qui sont recherchés par les banques parce que les banques veulent avoir une certaine stabilité et veulent continuer forcément à vendre des Mashkenta et elles veulent les vendre à des personnes qui sont stables professionnellement et financièrement. Donc, pour tous ces nouveaux acheteurs qui n'ont pas été directement touchés par le Covid, forcément, nous avons une force de négociation de taux d'intérêt bien plus importante que ce que nous avions avant le Covid. Donc, il faut savoir que pour des nouveaux acheteurs, c'est quand même un marché qui est propice parce que tous les analystes prévoient qu'il peut y avoir une baisse de prix dans les mois à venir
Je pense que si le gel de la Mashkenta s'arrête en décembre, il faut penser à février-mars. Donc à partir de février-mars, il y aura certainement une baisse des prix de l'immobilier. Alors beaucoup moins sur les villes centrales comme Tel Aviv et Jérusalem, beaucoup plus en périphérie, mais ce sera quand même une baisse des prix et une volonté en fait des banques de donner des Mashkenta relativement bon marché à tous ces bons clients ou bons profils qui ont gardé une stabilité financière et professionnelle. Donc, c'est-à-dire que c'est peut-être le moment d'acheter pour eux, c'est ça ? Je pense que par rapport, si vous voulez, au marché immobilier dont nous avons été témoins pendant ces 2-3 dernières années, je pense qu'il y a une opportunité pour toutes ces personnes qui veulent investir sur le marché immobilier. Et je pense notamment à des petits appartements qui peuvent être des appartements qui donnent des revenus locatifs dans des petites villes, pas dans les grandes villes. Mais si vous allez du côté de Be'er-Sheva, de Netivot, de Kiryat Shmona, vous avez des appartements encore que vous pouvez acheter pour des prix relativement corrects, entre 500 et 800 000 shekels. C'est aussi le moment de négocier avec les promoteurs. Est-ce qu'ils seront plus enclins, vu la situation, vu le marché, à baisser leur prix ? Alors, pas tous les promoteurs, mais vous avez des promoteurs qui ont déjà, en fait, mis en place leur projet et qui n'ont pas vendu tout le stock d'appartements qu'ils ont. Donc, ces promoteurs-là, qui sont en manque de liquidité, forcément, ce sont des promoteurs auprès duquel vous pouvez mieux négocier. D'accord. Alors, j'imagine qu'on peut éventuellement aussi se renseigner sur l'état du promoteur lorsqu'on est intéressé par un appartement. On peut aussi demander ça à son conseiller, à vous, par exemple, si on vous choisit. Oui, sur certains projets, bien sûr. On peut tester en fait l'avancement du projet. On peut voir combien d'appartements ont déjà été vendus dans le projet. Donc, on peut savoir sur quel projet on a une meilleure force de négociation que sur d'autres. Bon, en tout cas, c'était passionnant de vous entendre. J'espère que ça a donné un peu d'espoir à ceux qui nous écoutent, qui sont un peu soit gênés par rapport à leur situation financière, soit à ceux qui se disent pourquoi pas, peut-être que c'est le moment pour nous de concrétiser notre rêve et d'acheter en Israël. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Judith Kahn d'avoir été avec nous ce matin. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Excellente journée. À bientôt.